Amis auditeurs, amis téléspectateurs, c'est avec joie que nous vous recevons encore pour cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à travers nos différentes plateformes, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers aussi TikTok et à travers Instagram. Comme vous avez vu dans les affiches aujourd'hui, nous avons un grand invité et que nous allons vous présenter tout à l'heure. Je ne serai pas seul pour tenir cette émission aujourd'hui. Vous connaissez bien l'autre co-présentatrice, c'est Patricia Temoli. Bonsoir Patricia. Bonsoir Père Jean-Pierre. Alors, avec un grand sourire aujourd'hui. Comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude, peut-être aussi la joie de recevoir aujourd'hui un grand invité oui, quand même. Hein? Évidemment, évidemment. Bon, voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons recevoir Monseigneur Fulgence Muteba, qui est archevêque de Lubumbashi. Nous sommes en République démocratique du Congo, mais pas seulement. Il est le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Bonsoir, Monseigneur Fulgence. Bonsoir, mon père. Alors, en tout cas, juste d'abord pour saluer aussi nos téléspectateurs et saluer aussi notre co-présentatrice aujourd'hui, Monseigneur. Vous avez la parole, Monseigneur. Merci beaucoup. Je salue Patricia et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis très heureux d'être reçu pour échanger avec tout le monde et essayer d'éclairer un tout petit peu les lanternes de l'opinion sur l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo face à la situation dramatique que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, grand merci, Monseigneur. Évidemment, le nom n'est pas inconnu en République démocratique du Congo. Moi-même, ce nom me rappelle beaucoup de souvenirs d'il y a plusieurs années. Et pour ne pas être égoïste, Monseigneur, ce que nous faisons quand nous recevons pour la première fois nos invités sur disons, dans notre émission Dialogue avec, nous allons d'abord vous demander de parler un peu de vous, afin que les gens puissent entendre parler de Monseigneur Fulgence Muteba par lui-même. Ça signifie que vous allez un peu nous tracer d'abord votre parcours de vie. Et ce parcours de vie commence effectivement, la première partie, c'est le parcours éducationnel de la formation, pour dire, voilà, Monseigneur Muteba, pour arriver là où il est, quelle formation, quelle éducation il a eu. Alors, on commence par ça, Monseigneur. Bien, je suis 162. Tano, c'est dans le diocèse de Kongolo, dans le nord du Katanga. Mon père était enseignant et ma mère était ménagère. Et très tôt, j'ai embrassé la foi catholique. J'ai fait l'école primaire à Bugana-Luamba et à Zola. Et ensuite, j'ai fait des humanités scientifiques, maths physique, à l'Institut Mwamba, ex-collège Liberman de Kongolo. Et en même temps, j'ai été accueilli au petit séminaire Saint-Jean-Beckmans. Et ensuite, j'ai été envoyé à Lubumbashi, au grand séminaire Saint-Paul, grand séminaire interdiocésain Saint-Paul, où j'ai fait 3 ans de philosophie. Après, j'ai été envoyé aux facultés catholiques de Kinshasa, où j'ai fait la théologie pastorale à la faculté de théologie. J'ai fait d'abord la licence et ensuite le DEA. Et j'ai rejoint l'Université de Montréal à la faculté de théologie au Canada, au Québec. Et j'ai défendu ma thèse de doctorat là-bas il y a 25 ans. Waouh! Alors, Monseigneur, oui, c'est vite parti, hein, puisque quand vous dites déjà que vous avez défendu votre thèse de doctorat il y a 25 ans,
Ça signifie qu'il y a quand même déjà longtemps. Et quand vous parlez même de votre formation à l'école secondaire et consorts, c'est comme si ça allait vite. C'est comme s'il n'y avait pas de difficultés comme ça. Une curiosité quand même. Vous avez fait les scientifiques et tout d'un coup, vous abandonnez, vous allez à autre chose. Oui. En réalité, j'avais pris mon inscription à l'école secondaire en littéraire Oui. parce que je mijotais déjà d'entrer au petit séminaire, mais à cause d'une situation de violence qu'il y avait dans ma paroisse, et je n'avais pas pu être admis directement au petit séminaire, mais c'était plein en littéraire, alors c'est comme ça que mon nom est sorti en section scientifique. C'est comme ça que j'ai fait la section scientifique. Les 2 premières années, je n'aimais pas beaucoup, mais finalement, j'ai aimé. Puis au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que j'aimais bien jongler avec les formules. C'était très, très excitant, si je peux ainsi dire. Alors, Patricia, une petite question avant qu'on ne passe maintenant au parcours, avant qu'on ne passe au parcours professionnel, puisque là, il y aura beaucoup à dire. Hein. Non, non, non. J'écoute simplement pour le moment. Peut-être j'aurai des questions plus tard. Ah oui. Alors, merci beaucoup, Patricia. Et alors, Monseigneur Fulgence a dit qu'il a fini sa thèse de doctorat il y a 25 ans. C'est toute une génération, hein, 25 ans. Et alors, on commence maintenant le parcours professionnel. Monseigneur, si vous avez fini votre thèse il y a 25 ans, Oui. ce sont des 25 ans maintenant, plein un peu que nous allons essayer de découvrir, même si, bon, moi, j'ai fait peut-être semblant, je suis un peu, un, un peu le fruit de ces 25 ans. Alors, parcours professionnel. J'ai commencé par donner cours au grand séminaire interdiocésain Saint-Paul de Lubumbashi. J'étais professeur de théologie pratique, d'ecclésiologie, et comme les 2 professeurs qui enseignaient les Écritures saintes étaient fort pris, je m'étais même risqué de donner le cours des Actes des Apôtres parce que mon mémoire de licence avait porté sur l'inculturation dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, j'ai travaillé comme professeur à temps plein pendant 3 ans. Et puis, j'ai été nommé secrétaire de la commission doctrinale à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et entre-temps, j'ai reçu une charge horaire à la faculté de théologie comme professeur visiteur. Et 2 ans après, j'ai été élu secrétaire général de la CENCO. J'ai continué à enseigner à l'Université catholique. Je crois qu'on m'avait même attribué jusqu'à 4 cours. Et après quelques années, on m'a nommé évêque. Je suis parti au diocèse de Kilo-Akasenga, dans la province ecclésiastique de Lubumbashi, où j'ai été évêque pendant 16 ans. Et à la 15e année, j'ai été nommé administrateur apostolique du diocèse de Kamina. J'ai fait 2 ans. Et entre-temps, j'ai été nommé, transféré à l'archevêché de Lubumbashi comme archevêque métropolitain. Je pense avoir fini mon parcours et c'est là que je suis pour le moment. Bon, entre-temps, j'ai eu quelques responsabilités au niveau de la conférence épiscopale. J'étais le premier président de la commission des médias. Et puis, bon, membre du conseil d'administration de l'Université catholique, puis président du conseil d'administration de l'Université catholique. J'ai fini mon mandat l'an passé. Alors, bon, les confrères ont voulu que je puisse prendre la direction de la conférence épiscopale. Depuis le mois de juin 2024, j'ai été élu président
pour 4 ans, pour un mandat de 4 ans. D'abord. Bon, j'espère que ce sera le dernier. Voilà. Les derniers, bon, ça évidemment, c'est à vérifier, monseigneur. Bon, revenons un peu. Bon, moi, je me dis, c'est un peu vite parti, hein. Donc, vous arrivez, professeur au grand séminaire, et puis vous êtes dans des commissions à la conférence épiscopale. Et souvent aussi, hein, ça c'est un peu ce que je remarque, pour devenir même secrétaire général de la, de la SENCO, on passe d'abord par secrétaire général adjoint. Mais vous avez sauté cette étape directement, secrétaire général full. Et c'est la confiance des évêques, c'est ça? C'est ça mon malheur. Bon, je crois que ça dépend des époques. Hein. Quand j'ai été accueilli comme secrétaire de la commission doctrinale, beaucoup de ceux que j'avais trouvés là-bas étaient fait mandat. Alors, il y avait comme un creux. Bon, je pense que c'est ça. Et c'est comme ça que, bon, j'ai été élu directement secrétaire général. Et alors, la vie d'un enseignant, professeur, et aussi dans l'administration, pas d'abord comme évêque ou archevêque, dans l'administration de la conférence épiscopale. Vous trouvez qu'est-ce qui est un peu plus facile pour vous quand vous avez fait l'expérience? Donc, comme j'ai passé une dizaine d'années à l'université, dans la recherche théologique, je pense que c'est l'enseignement qui me paraît le plus intéressant, la recherche. Et c'est de cette manière d'ailleurs que, bon, je n'ai que 5 livres depuis que j'ai fini ma thèse. Alors là, monseigneur, vous avez caché quelque chose là, puisque vous aviez sauté. Puisque quand vous dites comme ça facilement, je n'ai que 5 livres. Il y a des gens qui sont savants d'un seul livre, monseigneur. Bon, alors dans ce sens-là, est-ce que vous ne regrettez pas un peu l'enseignement? Bon, même si, comme évêque, c'est un enseignant, mais non, mais au niveau académique, vous ne regrettez pas quelque chose quand même, monseigneur, puisque vous êtes un homme de science. J'ai beaucoup de nostalgie. J'ai beaucoup de nostalgie, mais comme la recherche, c'est quelque chose qui doit être permanent dans la vie d'un universitaire, alors j'ai noie mes soucis dans la recherche. Et ça va avec mon travail, surtout que généralement, je choisis des thématiques qui me servent dans mon ministère épiscopal. Alors, ça fait que, bon, pour moi, c'est du pareil au même. J'essaie de combiner dans mes moments de loisirs, bon, je me plonge dans la lecture et dans l'écriture. Je trouve que c'est ça la vie normale d'un universitaire, parce que on ne peut pas perdre une dizaine d'années à l'université et puis ne rien faire après. Je me sens très soutenu par la recherche dans mon ministère. Donc, quand je prépare les sermons, je vais dans la profondeur des choses. Et, bon, ça, c'est mon manière. Oui, alors la vie d'un évêque, qu'est-ce que ça représente un peu comme ça, monseigneur, la vie d'un évêque, un professeur qui vient comme les premières années, comment est-ce que vous vous êtes senti de laisser l'enseignement, de devenir évêque? Et bon, même si votre formation universitaire, la théologie pratique ou la théologie pastorale, mais ça c'était au niveau un peu scientifique, mais maintenant vous descendez sur le terrain pastoral. Les premières années surtout, comment est-ce que ça vous a marqué un peu? Je dois avouer que j'étais un peu perdu. Alors, il a fallu que je puisse avoir les 2 pieds sur terre et commencer à aimer l'écoute des gens, les visites, surtout que mon diocèse où j'ai passé 16 ans, c'était un diocèse rural. Alors, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour m'adapter.
Et j'ai utilisé une astuce, c'est faire de mon terrain pastoral un lieu de recherche. Alors, c'est ainsi que bon, les conférences que je donne, les articles que j'écris sont orientés vers des problématiques qui constituent des questionnements sur le terrain de la pastorale. Et donc, et puis bon, comme vous l'avez dit, moi, comme j'ai fait la théologie pratique, donc c'est l'expérience quotidienne qui, au contact avec les autres, avec les réalités ambiantes, qui constitue mon premier champ de recherche. Je ne veux pas chercher des questions scientifiques dans des manuels d'abord, mais je m'intéresse à toutes les questions qui se posent à la fois des gens, à mon ministère, à la vie des gens. Et c'est comme ça que j'ai pu me sentir finalement à l'aise dans mon ministère, tout en gardant un esprit scientifique éveillé. Avec les réalités maintenant que vous ne traitez plus avec les livres, avec, disons, si on peut dire, les stylos, comme ça, vous traitez avec les gens, la gestion du personnel, vous avez des prêtres, vous devez vous occuper d'eux, les problèmes des chrétiens chaque jour, c'est quand même une grande différence, comme vous avez dit, hein, qu'au début, ça devait être un peu compliqué, hein. Bon, pas compliqué, mais un peu difficile quand même. Oui, tout à fait. Oui. Par exemple, bon, la notion d'écoute en théologie pratique a une place très importante, mais j'ai pu la développer davantage parce que écouter les gens, ce n'est pas chose facile. C'est différent de les entendre parler, mais l'écoute active, comme nous l'appelons en théologie pratique, c'est un exercice difficile qui demande une concentration, qui demande une espèce d'empathie. Il faut donner à l'autre toute la place qu'il mérite, savoir captiver son intérêt et se rendre disponible. Ça, j'ai appris vraiment avec beaucoup de plaisir. Et je crois que ça, dans la vie d'un évêque, c'est ça qui prend un peu plus de temps. Oui. Et quand les gens se sentent écoutés, ils sont encouragés dans leur aventure avec le Christ. J'apprécie bien quand je ne sens pas le temps passer. Hein. Il m'arrive, par exemple, à Lubumbashi, d'accorder des audiences jusqu'à 15 heures. Bon, moi, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite, mais je suis obligé de le faire et j'ai du plaisir à le faire. Wow. Alors, je fais un peu marche arrière, Monseigneur. Quand vous regardez votre parcours d'enseignant universitaire, quelle nostalgie principale vous gardez de cette période? Maintenant, comme évêque, de temps en temps, ça vous passe par la tête et dit, oh, quand j'étais plutôt dans l'enseignement. Oui, l'auditoire me manque beaucoup parce que, contrairement à l'Église, hein, où nous parlons de la parole de Dieu, nous enseignons, il n'y a pas de questions, c'est un peu à ce niveau. Là, c'est toujours de l'enseignement magistral, mais à l'auditoire, confronter le point de vue. Moi, j'aime bien être contredit ou bien découvrir d'autres aspects d'une problématique qu'on présente aux étudiants. Ça me manque beaucoup et j'en ai la nostalgie. Et puis découvrir d'autres niveaux de compréhension des mêmes problèmes auxquels notre foi est confrontée. Par exemple, découvrir le point de vue des mamans, hein, des femmes, ou bien le point de vue des jeunes, le point de vue des gens qui, bon, comme dans l'auditoire à l'université, on avait aussi des gens expérimentés, des prêtres qui ont fait plusieurs années de ministère et qui sont venus à l'université pour parfaire leur formation. Ces points de vue différents m'ont toujours beaucoup enrichi et parfois même questionné. Et généralement, dans l'exercice d'écriture, j'en tiens compte.
Et ça, je dois avouer, ça me manque. Oh. Oui, bon, on dirait que, bon, heureusement que je vais essayer d'abréger les questions, sinon il y a beaucoup de curiosité. Mais Monseigneur, avec ça aussi, maintenant, des responsabilités que vous avez eues, d'abord comme évêque de Kilo Kasenga, et puis vous avez aussi été administrateur du diocèse de Kamina, je crois, Oui, de Kamina, oui. et puis archevêque de Lubumbashi. Et ce sont quand même des responsabilités, hein, pas des honneurs, mais des responsabilités sur les épaules. Et ajouter à cela maintenant, être président de la conférence épiscopale d'un pays comme la République démocratique du Congo, c'est encore un poids sur les épaules, avec ce que cela implique, vu un peu l'impact qu'a la conférence épiscopale nationale en République démocratique du Congo. Quand vous avez été comme ça, été nommé président de la SENCO, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Encore un poids de plus ou bien, bon, on peut appeler responsabilité, mais quand même un poids, une responsabilité. Oui, justement. J'ai surtout mesuré le poids de la responsabilité. C'est vrai que les temps ont changé. Il y a plus de 25 ans, non, plutôt 20 ans, j'étais secrétaire de cette conférence, mais aujourd'hui, les réalités ont beaucoup changé. Seulement, voilà, la seule ressemblance, c'est que au moment où j'étais secrétaire général, le pays était divisé en 4. Et puis, bon, maintenant que je suis devenu président de cette conférence. Les pays encore divisés aussi. Voilà. Homme de situations difficiles. Justement, mais c'est ça un tout petit peu qui m'effraie, mais en même temps qui me stimule. Et c'est ça qui explique l'engagement à fond dans la recherche de solutions apaisées à la guerre imposée à notre pays. Voilà. Et heureusement que c'est comme si vous faites un peu un passage, hein, à l'autre partie maintenant que nous allons aborder, hein, qui est sérieux, puisque là, on devait d'abord un peu parler pour respecter un peu ce que nous faisons avec les autres, puisque c'est toujours différent quand on écrit quelque chose sur Monseigneur Fulgence Mouteba que quand Monseigneur Mouteba lui parle de lui-même. Il y a toujours une différence, puisque là, il n'y a pas de tricherie, quoi. Il n'y a pas de fake. Voilà, c'est celui qui parle avec son cœur, avec sa rationalité. Alors, Patricia, peut-être une question, ou bien vous avez trouvé que... Non, non, pas de question. J'ai juste écouté attentivement. Et je remercie Monseigneur Mouteba pour, en tout cas, ce bel exemple qu'il nous donne. Et voilà, donc c'est vraiment très admirable. Merci à lui. Pour tout alors, merci. Alors, nous allons maintenant passer à un autre, disons, point de dialogue, hein, je crois qui va intéresser aussi beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est très important à ça. Et alors, nous allons un peu laisser la personne comme telle de Monseigneur Fulgence Mouteba pour aborder notre thème. Alors, là, je ne veux pas monopoliser la parole. Je te laisse quand même la parole aussi, Patricia. D'accord, merci, Père Jean-Pierre. Alors, Monseigneur, notre dialogue maintenant sera focalisé sur l'initiative que la SENCO organise avec l'Église du Christ au Congo, donc ECC, initiative intitulée Feuille de route, pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, et son évolution depuis le mois de janvier 2025. Monseigneur, il existe déjà au Congo différents accords pour la paix et la sécurité à propos de la situation de la RDC. Avec vos mots, quelle est la particularité de votre initiative? Oui. La particularité de cette initiative se situe d'abord et avant au niveau de ceux qui l'animent. Cette initiative concerne deux grandes églises
des églises chrétiennes traditionnelles. L'Église catholique d'un côté et l'Église protestante de l'autre. Et c'est tout différent d'autres initiatives que nous avons eues dans le passé. Par exemple, les programmes d'éducation civique et électorale et d'autres programmes que nous avons eus au sein de la conférence épiscopale ou bien au sein de l'Église du Christ au Congo. Et quand je dis une particularité par rapport à ceux qui portent cette initiative, ça a beaucoup d'importance parce que quand vous mettez les catholiques et les protestants ensemble, nous faisons à peu près 80% des chrétiens qui sont en République démocratique du Congo. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une initiative qui a deux volets. Le premier volet concerne la cohésion nationale. Nous pensons qu'il est important que tous les Congolais puissent se retrouver ensemble, qu'ils puissent parler en toute sincérité. Nous évitons beaucoup le terme dialogue parce qu'il est galvaudé. Okay. Parce que souvent, quand on pense au dialogue, on dit, bon, voilà, on va chacun avec ses frustrations, chacun avec son agenda caché, on se querelle et puis finalement, on s'entend et on se partage le pouvoir. On partage le gâteau. Alors, de plus en plus, nous évitons cette expression pour parler un peu plus du consensus national. Et ce consensus devrait aboutir à l'organisation d'un forum national sur la paix et le vivre ensemble sous forme de pacte en République démocratique du Congo d'abord, et ensuite ce sera au niveau de la sous-région. Une des particularités de cette initiative, c'est que avant de convoquer les gens, nous convoquons d'abord les scientifiques. Et c'est très, très important parce que je crois que depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, même si à l'indépendance, il n'y avait pas beaucoup d'universitaires, c'est la première fois qu'une initiative de cette ampleur fait appel à l'intelligentsia congolaise. Et du côté de l'Église catholique, je pense que c'est dans Populorum Progressio, c'est une encyclique qui avait été publiée par le pape Paul VI. Justement, Paul VI, en terminant son encyclique, avait fait appel à l'intelligence du monde entier, de tous bords, pas seulement aux catholiques, mais à tous les universitaires, à tous ceux qui étaient censés apporter quelque chose pour améliorer les conditions de vie de l'humanité. C'est en nous inspirant justement de cette intuition du pape Paul VI que nous avons pensé qu'il est important que, avant de réunir les politiciens, les membres de la société civile, il faut qu'on réunisse d'abord ceux qui ont la vocation de faire travailler leur cerveau pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors, leur travail sera quoi? Et ça répond en partie à votre question. Ce sera de voir dans chaque domaine qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent et pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, c'est très, très, très important. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, quelles sont les forces et les faiblesses de la politique agricole? Pourquoi est-ce que nous ne savons pas nourrir tout le monde avec les terres fertiles que nous avons en RDC? Pourquoi est-ce que les gens ne mangent pas à leur faim? Ce contraste-là, terre fertile et puis beaucoup de famines, mais ça signifie qu'il y a un problème. Les scientifiques vont détecter ce problème, le mettre sur la table et proposer des pistes de solutions. Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'avec tant de richesses, nous n'arrivons pas, par exemple, à avoir
un budget qui dépasse les 100 milliards de dollars, alors que notre budget a à peine 16 milliards. Ce n'est pas normal. Ce qui signifie qu'il y a des problèmes. Alors les scientifiques vont essayer de décortiquer tous ces problèmes et ils vont nous présenter des recommandations que nous présenterons à notre tour aux politiciens. Et quand les politiciens vont se réunir, ils vont examiner à la loupe ces recommandations pour en faire des piliers d'impact. Et quand ce pacte va être signé au niveau de la cohésion nationale, nous aurons des instruments pour non seulement poser les jalons d'une paix durable en République démocratique du Congo, mais aussi pour la stabilité politique, pour le développement, pour le bien-être et pour le vivre ensemble. C'est à ce niveau que des problèmes comme celui de la nationalité d'une partie de notre population devra trouver des solutions. Fort de cette cohésion, nous irons maintenant au niveau de la sous-région pour parler avec les autres pays des Grands Lacs, pour dire, mais écoutez, qu'est-ce qui nous divise depuis qu'on a commencé à se quereller? On met tous ces problèmes sur la table, et là, il ne sera pas question que ce soit un individu ou une institution, mais non, c'est le consensus issu de ce dialogue entre Congolais et qui pourra aller à la rencontre des autres. Et avec les autres, nous allons poser aussi les jalons d'une paix durable et d'un vivre ensemble harmonieux pour que finalement, nous puissions travailler au développement de nos pays et cesser de nous quereller et de nous faire la guerre tout le temps. Voilà un tout petit peu ce que je peux appeler la spécificité de cette initiative. Absolument. Vous voyez qu'il n'est pas question de dire que non, mais c'est elle qui ne me plaît pas, qui doit quitter son fauteuil. Mais non, le problème est plus global. Et la temporalité aussi, nous ne voyons pas seulement le conflit actuel. Nous allons jusqu'en 2060, quand nous allons célébrer le centenaire de notre indépendance. Et donc, pour nous, ce n'est pas une question de compter les régimes ou bien de viser des individus, mais non, nous, ce que nous voyons, c'est la population du Congo, mais aussi la population de l'Afrique des Grands Lacs. Merci, Monseigneur. Wow. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi vaste. Merci beaucoup. Ça nous éclaire beaucoup parce qu'en fait, on a toujours eu cette impression que cette initiative se résumait à apporter une solution aux problèmes sécuritaires que le pays a, mais je vois bien qu'il y a beaucoup plus que ça. Et j'espère que dans nos prochaines questions, vous allez continuer à nous édifier un petit peu plus et surtout à édifier les téléspectateurs qui nous regardent, qui doivent vraiment comprendre pourquoi cette initiative est importante. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Monseigneur, avant peut-être que je pose une question, je voudrais d'abord qu'on essaie de voir ensemble quelques images que j'ai rassemblées de vos différentes rencontres avec différentes personnalités et aussi personnes, peut-être que votre initiative a poussé de rencontrer. Et puis alors, je vais, disons, comment dire, je vais poser ma question. Et alors, essayons de voir un peu ensemble cette petite vidéo qui rassemble, disons, vidéo pour le dire, mais les images plutôt, qui rassemblent un peu vos différentes rencontres.
Voilà. Monseigneur, ce sont des images de 45 secondes, mais qui abrègent le travail de plusieurs jours, si pas de mois. Et alors, une question hein, que peut-être nos téléspectateurs seront contents que je puisse la poser, puisque en lisant un peu sur les réseaux sociaux surtout, les Congolais ont été surpris de voir votre équipe et de vous voir assez rapidement, hein, rapidement à Goma avec l'opposition armée AFC M23 et à Kigali avec le président Kagame. Deux rencontres qui ont été un peu critiquées en quelque sorte et vues par certains, selon les paroles qui ont été écrites, comme une trahison. Votre point de vue, Monseigneur Fulgence. Solution au problème congolais, qui n'est pas d'abord militaire. Tout simplement parce que la violence ne s'inscrit pas dans le champ de notre foi. Nous préconisons le dialogue. Nous avons foi en l'homme, l'homme en général, donc comme mâle et comme femelle aussi. Nous pensons effectivement que les hommes, quel que soit ce qui arrive, peuvent finir par régler leurs problèmes autour d'une table. Toutes les guerres terminent autour d'une table. Ça, c'est une conviction pour nous. C'est pour cela que nous avons dit, il faut que nous puissions parler avec tout le monde, même avec ceux qu'on considère comme étant des fils et des filles égarés, c'est-à-dire l'opposition armée. C'est pour cela que, en présentant l'initiative au président de la République, parce que nous lui avons réservé la primeur, nous lui avons annoncé que nous allions rencontrer l'AFC bar M23 et à Goma. Il a dit, bon, écoutez, si vous pouvez aller jusque-là, bon, je vous encourage et comme ça, vous allez revenir avec leur cahier des charges. Et effectivement, nous sommes arrivés à Goma exactement 15 jours après la chute de cette ville. Il fallait avoir du courage et nous l'avons fait. Bon, contrairement à ce que les gens racontent, nous n'avons jamais pris des jets privés. Nous avons pris l'avion et nous sommes partis à Nairobi où nous avions une activité. Ensuite de là, nous sommes arrivés à Kigali et nous sommes arrangés de Kigali pour arriver à Goma. Alors, un petit détail, nous avons passé 5 heures à Goma, pas moins de 5 heures en train de travailler. D'abord, nous avons eu de longues réunions, des discussions chaudes et au moment où on nous a proposé de prendre la photo, quelqu'un a raconté une blague et bon, nous avons rigolé. Et il y a un paparazzi qui a pris la photo, qui a circulé. On a dit, voilà, ils sont en train de s'amuser à Goma. Mais sincèrement, je vous dis que ben, pendant 5 heures, on ne peut pas rester quand même crispé, sinon on risque d'avoir hypertension. C'est juste une petite note, une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme aussitôt après. Alors donc pour nous, il fallait absolument que nous puissions parler avec le M23. Sincèrement, cette rencontre a été très fructueuse. Nous avons compris beaucoup de choses, mais en même temps, nous avons fait passer un message très, très, très important. Au point que le M23 était prêt à accepter un cessez-le-feu. Mais malheureusement, bon, après notre visite, les sons des cloches qui sont venus du côté de Kinshasa étaient tels que, bon, ils ont décidé de continuer
leur marche. Mais sinon, c'était une visite pédagogiquement très importante. Parce que si vous voulez réunir les gens, il faut leur parler. Et avant d'aller à Goma, ce que les gens oublient, c'est que nous avons parlé avec l'opposition, une partie de l'opposition non armée et une partie de la société civile. Et de là, nous avons trouvé qu'il était important que nous puissions nous arrêter à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame. Encore une fois, comme notre initiative a deux volets, il y a le volet du consensus national et le volet de la sous-région. Hein, nous avons l'ambition à ce niveau d'organiser une conférence sous-régionale de la paix et que Kagame est un acteur incontournable dans la sous-région. Dans tout ce qui nous arrive, il nous a paru utile de pouvoir le rencontrer. Nous l'avons rencontré et encore une fois, on a eu beaucoup de surprises. Il nous a dit, par exemple, entre autres, que nous sommes même venus en retard, que nous aurions pu venir plus tôt. Et si nous étions venus plus tôt, a-t-il dit, peut-être certaines choses allaient être évitées. Vous voyez, moi, avec les autres, on s'est dit, mais il faut que les gens se parlent. Et pour que les gens se parlent, il faut préparer le terrain. Il faut rassurer les uns et les autres. C'est là que notre halte à Kigali est justement de notre stratégie. Et je peux vous avouer que nous avons entendu de la bouche du président Kagame que le Rwanda est soucieux aussi de la paix que le Congo. Alors, si nos pays ont besoin de paix, il faut que nous puissions travailler ensemble pour que nous puissions avoir cette paix. Et cette paix est bien possible. Les esprits sont bien sûr surchauffés, mais viendra un moment où les uns et les autres vont mettre de l'eau dans leur vin et nous allons nous parler pour faire revivre cette ambiance du Congo, Rwanda, Urundi, des indigènes du Congo, Rwanda, Urundi, dans le temps que nos parents ont vécu. Et nous pensons effectivement que c'est encore possible et cela sera certainement davantage. Nous sommes très optimistes et les contacts que nous avons pris nous rassurent que au moment venu, un dialogue sera vraiment possible. Et je voudrais mentionner un fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Au retour de Goma, nous nous sommes arrêtés à la frontière pendant longtemps pour des formalités. Mais ce n'était pas seulement pour des formalités, c'était pour voir un spectacle inouï de ces Congolais et de ces Rwandais qui travaillent ensemble à Goma, des Congolais qui habitent Gisenyi et qui viennent travailler à Goma pendant la journée. Et le soir, ils traversent la frontière pour aller chez eux. On nous a même dit qu'il y en a qui ont acheté des maisons à Gisenyi et des Rwandais aussi qui viennent pour les affaires au Congo. Mais j'ai taquiné de jeunes gens, la plupart c'était des jeunes gens, me dit mais comment vous vivez? Je dis mais nous n'avons pas de problème. Et ça a été très frappant. Effectivement, la population n'a pas de problème. Elle est prête, n'est-ce pas, à accompagner les politiciens pour qu'ils se fréquentent comme la population elle-même se fréquente. Oui, ce spectacle m'a beaucoup édifié. Et il n'y avait pas de bousculade comme on voit dans nos marchés, ailleurs, dans nos grandes villes. Et les gens étaient disciplinés. Et on m'a dit que cette discipline continue. Elle s'est même accentuée. Et les gens de Gisenyi vont à Goma, ceux de Goma vont à Gisenyi, et vice-versa, sans problème. Question de se conformer aux formalités d'usage, formalités douanières. Et donc, notre passage à Goma et à Kigali a été
très, 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 très important et nous pensons que ça peut rassurer que l'initiative est bienvenue, elle a été bien accueillie et il faut que nous puissions y travailler pour qu'elle puisse porter des fruits. En tout cas, merci Monseigneur. Je suis certain que au cours de ces dialogues que nous avons avec vous, nous allons apprendre beaucoup de choses de vous. Hein. Déjà, ce que vous venez de nous dire là, ça nous édifie ici, Patricia et moi, et aussi surtout les téléspectateurs et les gens qui n'ont pas ces informations que vous êtes en train de nous donner. Alors, Patricia, on avance, puisque en tout cas, on aura beaucoup de questions pour Monseigneur. D'accord. Monseigneur Mouteba, vous avez rencontré de nombreuses personnalités, comme vous venez de nous dire. À part les protagonistes directs du conflit en RDC, vous avez vu aussi, on vous a vu les membres de la 5O ECC et vous, on vous a vu chez le président du Kenya, du Congo-Brazzaville, de l'Ouganda, de France, si je me souviens bien, d'Angola. Quelles ont été leurs réactions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de manière générale? Oui. Merci beaucoup, Patricia. J'espère que je ne vais pas vous surprendre que l'initiative a été saluée par tous ceux que nous avons rencontrés. Et ça, non seulement ça nous a surpris, mais aussi ça nous a encouragés. Les uns et les autres ont trouvé que c'est le chemin qu'il faut. Nous avons des initiatives au niveau de la SADC et au niveau des États d'Afrique de l'Est. Le processus de la SADC est chapeauté au niveau de l'Angola et celui des États d'Afrique de l'Est est chapeauté au niveau de Nairobi. C'est pourquoi nous sommes partis dans ce pays, bien sûr, avec d'autres, nos voisins, tout ça. Alors, tout le monde a dit, écoutez, jusqu'à présent, on a évoqué la dimension plutôt politique de la crise de l'Est du Congo. Mais ce que vous venez d'apporter avec cette initiative, ça nous permet d'avoir les deux pieds sur terre. Parce que l'initiative a pour prétention de s'attaquer aux vraies causes de la crise. Et pour s'attaquer aux vraies causes de la crise, il faut revenir au pays. On ne peut pas prétendre trouver des solutions au niveau de ces deux processus qui sont harmonisés maintenant, donc le processus de Rwanda et le processus de Nairobi, sans pour autant que mettre les Congolais ensemble autour d'une même table. Et nous avons donné l'exemple d'une plaie. Quand vous avez une plaie profonde, vous ne pouvez pas vous contenter seulement de la soigner, de soigner la peau pour couvrir cette plaie et laisser la plaie en train de vous torturer. Absolument. Et c'est cette image que nous avons donnée et tous nos interlocuteurs ont dit, vous avez raison, il faut commencer par soigner la plaie de l'intérieur. Ensuite, elle pourra se cicatriser et on peut espérer la guérison. Pour nous, c'est que nous avons beaucoup de défis à relever, des problèmes qu'il faudra résoudre et nous sommes convaincus que ces problèmes ne sont pas insolubles. Il faut que nous puissions nous asseoir et nous, ce que nous faisons, c'est faciliter les contacts entre différents acteurs. Alors, si nous sommes partis pratiquement dans plusieurs pays de notre sous-région, c'est parce que nous avons une histoire commune avec tous ces pays-là. Le Congo-Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, ce sont des pays qui partagent nos réalités et qui, à un moment de l'histoire, ont eu affaire à la République démocratique du Congo. Et nous avons des réfugiés dans tous ces pays-là, pour ne vous donner qu'un exemple. Et nous sommes convaincus que si nous nous mettons ensemble, ils peuvent effectivement nous venir en aide.
Et tous les interlocuteurs que nous avons eu à rencontrer nous ont promis justement leur soutien et leur contribution si nous sommes vraiment disposés à nous parler nous-mêmes. C'est donc vraiment une opportunité qu'il faudra saisir. Moi, je me dis, au-delà de tout ce qu'on peut penser, je crois que laisser passer cette initiative, ce serait manquer un moment important de notre histoire et les conséquences risquent d'être fâcheuses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. OK. Alors, on continue encore avec des séries de questions, puisqu'on en a quand même pour en savoir plus. Et en rencontrant les acteurs politiques, l'opposition armée comprise, Monseigneur, pensez-vous que leur cahier de charges soit réaliste et applicable, disons, tous ces gens? Puisque bon, le contenu ne sera pas rendu public, mais vous avez au moins une vision de leur cahier des charges. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il y a des groupes qui ont des cahiers des charges qui sont très exigeants, si je peux ainsi dire. C'est que certains groupes que nous avons rencontrés proposent, je me réserve de ne pas le dire à cette étape, mais au-delà de tout, je crois qu'il est possible qu'on finisse par trouver un terrain d'entente. Je ne le dis pas par naïveté, mais c'est par conviction. Quelles que soient les divergences qu'il y a entre les points de vue des uns et des autres, mais je suis très sûr qu'un terrain d'entente est bien possible. Je prends juste l'exemple de l'Angola. Dans l'histoire, l'Angola a passé 27 ans de guerre. Et pour finir cette guerre, le MPLA a dialogué avec le parti de Savimbi. UNITA. Oui. J'ai appris, parce que là, quand ce dialogue avait eu lieu, j'étais assez jeune, là, je m'intéressais plutôt à d'autres choses. Mais j'ai appris que pendant ce temps, les troupes de Savimbi étaient battues. Mais le pouvoir de Luanda, malgré ça, a accepté de s'asseoir avec ces soldats vaincus, dialoguer avec eux et trouver une solution pacifique. C'est ça qui a donné lieu au processus de Luena. Et comme leur conflit avait des ramifications extérieures, les mêmes Angolais, après s'être réunis à Luena, sont partis à New York. Ils ont signé un autre accord à New York, en plus de l'accord de Luena. Et c'est ça qui a donné la paix. Avec l'Afrique du Sud, en fait, qui soutenait... Oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est un pays qui s'est fait respecter et qui a décollé. Donc, les exemples sont légion. C'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre l'importance de ce dialogue que nous demandons, de ces concertations pour trouver le consensus national. Enfin, on peut aller plus loin. Hein? Regardez, la France et l'Allemagne, ils se sont fait la guerre, hein? Mais aujourd'hui, ils constituent un duo qui est très influent au niveau de l'Union européenne. Et en parlant de cet exemple de la France et de l'Allemagne et puis de l'Europe, il faut dire que c'est encore une fois des chrétiens qui avaient proposé des solutions. Vous connaissez l'histoire de Schuman, hein, à qui même on a donné le nom du quartier où se trouvent les bureaux de l'Union européenne à Bruxelles.
Et il avait, lui, trouvé effectivement que non, le problème était un problème des ressources. Et on a trouvé un compromis pour que les ressources soient partagées. Et c'est en quelque sorte ce qui est, dans un sens, à la base de l'Union européenne. Oui, les ressources, et ça, selon la morale catholique, les biens de la terre ont une vocation universelle. Et même s'ils appartiennent à une nation, et d'abord à cette nation, mais on peut les partager. Et il y a beaucoup de biens que nous partageons à travers le monde. Il faudra que nous puissions appliquer ça aussi au niveau de nos ressources. Et s'il y a des accords dans ce sens, mais qui soient non pas des accords frauduleux ou bien peu orthodoxes, mais des accords vraiment entre nos pays, entre nos institutions, il y a moyen que nous puissions vivre en paix. Merci, Monseigneur. Patricia, pour la suite. Oui, merci. Monseigneur, de nombreux Congolais pensent, peut-être à tort ou à raison, que l'Église s'immisce trop dans la politique en République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous? Bien, je pense qu'il faut faire la part des choses. J'accepte que nous faisons de l'éthique de la politique. Ça, c'est très important. Mais nous ne faisons pas de la politique dans le sens où eux l'entendent. Vous n'avez jamais vu sans doute un évêque aller poser sa candidature pour devenir député. Non, nous ne pouvons pas aller nous battre avec nos fidèles. Ça, c'est laissé aux laïcs, des chrétiens catholiques, laïcs qui sont là, ou bien protestants, ou sans religion, ou des musulmans. Ça, c'est à eux de faire ça. Et il est important qu'on sache que quand le bien commun est en danger, l'Église doit intervenir. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant la gravité de la situation de notre pays. Nous courons le danger de perdre ce pays. Ou bien il peut être morcelé, hein. Il peut être balkanisé, comme on dit, et la menace est encore là. Je crois qu'il y a un passage des Écritures saintes qui justifie un peu ce que nous faisons. Hein? Vous connaissez la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, s'il a été taxé de bon, c'est parce qu'il est intervenu auprès de l'infortuné qui était au bord de la route. Et tandis que, vous savez, il y a des gens qui l'ont vu et qui sont passés. Hein. Même le prêtre, il est passé, mais c'est parce que la loi l'interdisait de toucher les jours de sabbat. Voilà, et puis jour de sabbat et tout ça. Ça, c'est la loi pour la loi. Et donc, oui, ça s'applique bien dans notre contexte. Nous n'allons pas rechercher la paix, disons, nous n'allons pas nous engager, nous impliquer dans la recherche de la paix, tout simplement parce que nous sommes interdits de faire de la politique. Vous voyez? Le bien commun est en danger. Quand vous voyez les images des gens qui vivent dans des camps de déplacés, cette misère noire, vous vous questionnez sur le sens même de la vie. La souffrance qu'endure cette partie du peuple congolais ne peut pas nous laisser indifférents. Et ce n'est pas seulement dans des camps de déplacés de guerre qu'on souffre, mais dans le reste de notre société. Les gens vivent sans dignité. Les gens ne savent pas se nourrir 3 fois par jour. Alors, ça signifie qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas prétendre annoncer un message du salut sans tenir compte des conditions dans lesquelles les gens vivent. Et puis, la parole de Dieu que nous annonçons, c'est une parole qui se contextualise, c'est-à-dire qui laisse éclater son sens au contact des réalités du contexte. Par ailleurs, cette parole
est toujours actuelle. Pour qu'elle puisse déployer son actualité, il faut qu'elle puisse se placer dans les contextes. C'est donc au nom de cette parole que nous sommes engagés. Mais, bien entendu, notre engagement s'est fait à partir de la lumière de l'enseignement social de l'Église et à partir de la lumière de la parole de Dieu. Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de cet engagement parce que nous nous menaçons de prendre la place de personne. Absolument. Nous donnons notre contribution pour que les gens vivent selon la dignité qu'ils ont reçue pendant la création. Il y a des gens qui nous ont dit, mais écoutez, pourquoi on ne va pas les autres églises ailleurs, dans d'autres pays, en Suisse, en France? Mais est-ce qu'en Suisse et en France, vous pensez qu'on a des problèmes comme ceux que nous avons? Mais par ailleurs, bon, je prends l'épiscopat français, par exemple, il est intervenu quand il y a eu des problèmes d'euthanasie. Oui, donc quand il y a quelque chose qui touche à la dignité de la personne humaine ou qui touche au bien commun, l'Église a le droit d'intervenir. Et elle intervient à sa façon. Et nous, en contribuant à la paix, je ne sais pas, mais qui est l'ennemi de la paix? Qui ne veut pas vivre en paix? La paix, c'est un bien commun, c'est une vertu du royaume, et tout le monde aspire à la paix. Même le plus fou, même un fou, il a besoin de la paix. Alors, si nous aidons tout le monde à avoir la paix, je ne vois pas pourquoi on peut nous reprocher, n'est-ce pas, d'être engagés dans ce domaine. Mais le pire, c'est d'entendre nos propres prêtres qui ont étudié l'enseignement social de l'Église et qui savent que l'Évangile n'est pas un message en l'air. L'Évangile, c'est un message qui s'enracine dans l'univers de l'existence de la personne humaine. Et si je peux aller plus loin, je peux même dire, mais attention, cet Évangile, c'est un message subversif. Ça, c'est Jean-Baptiste Metz. Donc, c'est un message révolutionnaire. Quand vous lisez bien l'Évangile, vous y trouvez des outils de libération. Et libération dans le sens total. Alors, c'est très, très dangereux de dire que non, bon, il faut une église qui se tienne loin des problèmes qui concernent la personne humaine. Par ailleurs, pour finir, la lumière de l'Évangile, elle éclaire toutes les zones de l'existence humaine. Il n'y a pas une zone de l'existence humaine qui peut dire qu'elle n'est pas concernée par la lumière qui vient de l'Évangile. Vous allez me rétorquer, mais non, mais on a dit, mais il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Attention là, vous interrogez, vous questionnez un théologien. Je vous rappelle que César lui-même appartient à Dieu. Il n'appartient pas à lui-même. Il ne peut pas se soustraire aux exigences de la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci pour cette réponse. Oui, alors, même si ma caméra est encore un peu... je pense que vous m'entendez au moins. Oui, on voit. Voilà, alors, oui, avant que le problème technique se résolve. Monseigneur, malgré les critiques, surtout au début, l'initiative SENCO-SCC qu'on a de plus en plus une appréciation positive et une adhésion massive. Qu'en pensez-vous? Quelle est la raison maintenant de cette compréhension et de cette adhésion massive? Oui, je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et au fur et à mesure que nous étendons notre plaidoyer, parce qu'en dehors des personnes que vous avez citées, des chefs d'État de la sous-région, nous sommes partis en France et aujourd'hui même, nous avons rencontré le cardinal secrétaire d'État
du Saint-Siège, qui était accompagné du secrétaire particulier du Saint-Père. Et hier soir, nous avons rencontré Saint-Égidio. Et au retour au pays, nous allons rencontrer ou faire venir les membres du Conseil des Églises d'Afrique du Sud. Je pense que les gens, en voyant ça, ils comprennent davantage que c'est une initiative très pertinente. Et puis, il faut dire que, bon, au fur et à mesure qu'ils comprennent l'ampleur de la crise, parce que les territoires occupés par l'opposition armée ne fait que grandir. Et de l'autre côté, avec toutes les difficultés que nous avons avec notre armée, les gens comprennent davantage que c'est ça l'initiative qu'il nous faut. Deuxièmement, il faut dire que en termes de publication, hein, il y a eu d'abord les messages des évêques des deux églises, et puis nous avons publié la feuille de route à laquelle Patricia a fait allusion tout à l'heure. Mais en plus, nous avons publié un guide. C'est ce guide-là qui explique quelle sera la suite. Et avec ça, les gens s'intéressent de plus en plus. Évidemment, nous devons encore accroître nos efforts au niveau de la communication. Et ça nous réjouit que même des institutions internationales, que ce soit le processus de Luanda, le processus de Nairobi, que ce soit l'Union africaine et bientôt les Nations unies, à tous les niveaux, on comprend que c'est une initiative qui est pertinente et elle mérite d'être soutenue pour qu'elle puisse porter des fruits. Parce que il faut poser les bases d'une paix durable. Il est vrai qu'il y a d'autres solutions qu'on propose. Parler seulement avec l'opposition armée, mais et l'opposition non armée. Donc, nous proposons que tout le monde puisse parler et qu'on puisse mettre autour d'une table tous les Congolais, et puis pas seulement au Congo, mais aussi dans l'Afrique des Grands Lacs, et inviter tous ceux qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir dans cette initiative. Donc, très brièvement, je me réjouis de constater que les Congolais, pas seulement eux, mais tout le monde qui s'intéresse aux problèmes du Congo, se rend compte que cette initiative, non seulement est originale, mais elle est porteuse de beaucoup d'espoir. Merci, Monseigneur. En Patricia. parlant du monde, le Père Jean-Pierre, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je vous donne la parole. J'ai un problème technique, mais ça va se résoudre. Pas de problème, merci. Bon, je vais continuer alors. Alors, Monseigneur, en parlant de tout le monde, on remarque quand même que les femmes sont moins consultées dans votre initiative. Pourquoi? Oui, c'est une question d'agenda. Oui, tout simplement. Et puis, il y a des images des femmes que nous avons rencontrées qui n'ont pas été diffusées. Il y a, par exemple, à Lubumbashi, il y a des leaders féminins que nous avons rencontrés. Et puis, à Kinshasa aussi. Il y a aussi des consultations que nous avons faites en privé, hein, qui n'ont pas été médiatisées. Et puis, bon, dans notre délégation, hein, je crois avoir suivi notre ministre des Affaires étrangères qui a dit qu'il n'y a pas de femmes. Bon, encore une fois, nous ne diffusons pas tout. Dans une des missions que nous avons, au cours d'une mission que nous avons effectuée en Belgique, où nous avons rencontré les autorités de l'Union européenne, je crois l'envoyé spécial de l'Union européenne en Afrique des Grands Lacs. Il y avait effectivement une femme dans la délégation. Voilà, donc il n'y a pas de discrimination, nous en tenons vraiment compte. Et nous, c'est une obligation, nous, catholiques surtout, avec le souffle du synode. Donc, il faut donner de la place à tout le monde. Et à un moment, parmi les professeurs qui vont animer les ateliers, il y aura certainement des professeurs femmes qui vont
qui vont nous aider. Merci, merci. Alors, au moins ma voix est en train de sortir, hein, donc en attendant, le plus important que notre invité soit visible. Et là, je ne sais pas pourquoi la technique me déçoit pour le moment, ça c'est ce n'est pas grave. Bon. Alors, Monseigneur, vous aviez déjà fait allusion quand même à la société civile, hein, puisque peut-être qu'on n'a pas toutes les informations. Est-ce que vous allez aussi consulter la société civile dans les zones sous contrôle de l'opposition armée, puisque cette société civile a aussi des choses à vous dire? Oui, tout à fait, c'est prévu. C'est prévu de consulter la société civile dans la partie occupée pour les uns, libérée pour les autres. Nous prenons les deux vocabulaires. Surtout en ce qui concerne les problèmes de nationalité de nos frères Tutsis congolais. Alors, il est important que nous puissions aller rencontrer aussi la société civile, les chefs coutumiers et beaucoup d'autres groupes. Il y a des groupes que nous allons rencontrer quand nous serons à Bujumbura. En fait, le rendez-vous de Bujumbura a avorté par conflit de calendrier, d'agenda, parce que nous avions déjà des rendez-vous fermes en Europe. Alors, mais je dois quand même souligner que nous devons prendre en compte la notion d'échantillonnage. Nous n'allons pas consulter les 10 millions de Congolais ou 110 millions, c'est impossible d'ailleurs, mais nous prenons un échantillon qui est représentatif. Et de cette manière, ce qui est le plus important, c'est cette représentativité de l'opinion et des problèmes des Congolais. Certains groupes ne vont pas être reçus en audience, mais nous allons demander qu'ils nous fassent parvenir leur cahier des charges par écrit. Il en sera ainsi même de la diaspora, nous ne l'avons pas oublié, même si nous avons prévu quelques grandes conférences avec la diaspora. C'est pour convaincre les gens qui sont sceptiques et puis stimuler davantage. Il faut que tout le monde puisse apporter de l'eau au moulin pour que nous puissions trouver des solutions idoines à nos problèmes. Et donc, pratiquement tous les groupes vont, du moins selon une certaine représentativité, vont être consultés. Nous n'avons aucune raison de laisser certaines personnes, certains groupes de côté. Merci. Merci. Ok. Alors, Patricia, encore une question? Oui, bien sûr. Monseigneur, tout à l'heure, vous avez parlé, en tout cas, à la réponse à la première question, vous avez vraiment élaboré le processus, en tout cas, de la SENCO et cette initiative. Mais comment est-ce que vous conciliez votre démarche et la justice? Je pense ici surtout aux victimes des guerres dans l'Est du Congo. Comment est-ce que vous conciliez les choses avec la justice au Congo? À dire vrai, nous n'avons pas encore quelque chose de bien élaboré là-dessus. D'accord. Notre démarche voudrait d'abord que nous puissions avoir le point de vue des scientifiques là-dessus, et puis pas n'importe quel scientifique, pas des scientifiques de nom, vraiment des gens qui ont fait des preuves dans le domaine de leur spécialisation, et ils vont faire des propositions qui vont être soumises aux politiciens. Et nous allons prendre en considération ce que les scientifiques vont proposer et la marque que les politiciens réunis au sein du Forum de la paix et du vivre ensemble en RDC vont donner à ces propositions. Et je pense qu'il y a effectivement quelques modèles dont nous allons nous servir
qui se sont passées notamment en Afrique du Sud et ailleurs, là où il y a eu des processus de réconciliation et la résolution pacifique des conflits. Mais je pense, pour ma part, que cette étape devra être prise en compte parce qu'il y a tellement de victimes et pour éviter que ça ne puisse devenir comme une habitude. Je crois que c'est important que les victimes bien identifiées puissent être récompensées de l'une ou l'autre manière. Exact. Voilà. Monseigneur, quand vous parlez de scientifiques, ce sont des Congolais? Pas seulement des Congolais, ça dépendra. Par exemple, dans le domaine de la diplomatie, bien sûr, nous allons recourir aux Congolais qui sont experts dans le domaine, mais nous pouvons aussi estimer que l'un ou l'autre diplomate étranger qui connaît bien le Congo puisse venir nous apporter sa contribution. D'accord. Alors, moi, j'ai encore une autre question, Monseigneur Fulgence. Vous avez déclaré dernièrement que le pacte social pour la paix était opposé à toute solution militaire et que vous privilégiez le dialogue inclusif et constructif. D'ailleurs, vous avez aussi souligné ça aujourd'hui. Alors, pourriez-vous encore nous en dire davantage, et quand on voit que la situation n'est pas encore à ce niveau seulement de paroles et que les armes, même si elles font semblant de se taire, sont encore présentes? Oui. Pour nous, la voie de la paix, c'est la meilleure. Non seulement elle est peu coûteuse, mais elle épargne des vies humaines. Et elle fonde solidement le vivre ensemble et puis le bien-être. La voie de la paix garantit des conditions d'existence qui sont bonnes, qui sont normales pour que les gens puissent se parler. Pour nous, prétendre résoudre nos problèmes au bout des fusils, c'est une illusion. La guerre est coûteuse dans tous les sens du mot. Si toutes ces ressources qu'on investit dans la guerre pouvaient être investies dans la recherche de la paix, je pense qu'il y a longtemps que nous aurions connu une paix comme d'autres parties de notre continent et d'autres parties. Et pour nous, cette paix est tellement quelque chose qui est à notre portée. Parce que les instruments de la paix, vous n'allez pas les chercher dans les pays où on fabrique les armes. C'est dans les cœurs des gens. Et nous sommes des spécialistes d'interpellation des cœurs. C'est pour cela que je salue vraiment cette initiative et je la considère qu'elle a été conçue de manière très, très intelligente. La paix, il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble. Elle est unique dans son genre. Et c'est pour cela que nous disons dans la pensée chrétienne qu'elle est une vertu du royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix d'abord. Et c'est pour cela que, bon, par exemple, nous, quand nous sommes à la messe, nous souhaitons que la paix du Seigneur soit avec nous. Quand on dit ça, c'est vraiment la paix dans le sens de shalom. C'est pas seulement l'absence de guerre, mais la paix totale, c'est cette disposition de cœur de vouloir le bien de l'autre pour que nous puissions marcher ensemble, pour que nous puissions grandir ensemble, nous épanouir ensemble et nous développer ensemble. Et donc, nous martelons là-dessus et nous pensons que quand ce message sera entendu des uns et des autres, les armes vont se taire d'elles-mêmes. Nous souhaitons aussi qu'il soit entendu. Oui, alors,
Patricia? Oui. Oui, Oui, Père Jean-Pierre, je suis oui, là. vas-y, une autre question. Oui, certainement. Monseigneur, toutes vos missions à l'étranger et aussi au pays ont un coût. Qui est-ce qui prend en charge vos dépenses de voyage et surtout les séjours? Question. C'est la conférence épiscopale nationale du Congo du côté de nous catholiques et l'Église du Christ au Congo du côté de l'ECC. Il est vrai que cette initiative n'était pas budgétisée, mais nos institutions sont de grandes institutions, elles ont des moyens au moins pour nous payer les billets, mais je vais vous surprendre, il y a une partie des frais qui est prise en charge par les pays hôtes, Ok. les pays qui nous soutiennent. Quand nous sommes partis en Ouganda, c'est le protocole d'État qui est venu nous chercher et nous avons été logés dans un hôtel luxueux aux frais du gouvernement ougandais. Quand nous sommes partis à Kigali, la même chose. À Nairobi, la même chose. C'est un peu le côté merveilleux de cette initiative. Nous n'avons pas demandé ça, Oui. mais nous avons été accueillis avec beaucoup de dignité. En Oui. Angola, nous avons été logés à l'hôtel intercontinental. Nous avions 2 voitures officielles à notre disposition et un motard pour notre déplacement. Nous étions surpris et très touchés de voir que nous sommes mieux respectés à l'étranger que chez nous. Oui, oui. Et donc, c'est un peu quelque chose qui nous montre que c'est une initiative qui jouit de la bénédiction même de Dieu. J'entends des gens dire oh non, c'est tel politicien. Nous ne sommes incorporés à aucun politicien. Ce que nous cherchons, c'est le bien de tous les Congolais, le bien de toute la population d'Afrique des Grands Lacs. Et je peux aller plus loin pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont payé les billets pour que nous puissions aller en Europe. Et donc, nous trouvons aussi des gens de bonne volonté qui viennent à notre secours au nom de leur foi, qu'ils soient protestants ou qu'ils soient catholiques. Et jusqu'à présent, nous pouvons continuer notre chemin. Nous aurons sans doute besoin davantage, mais s'il y a des gens qui, au nom de leur foi et de la compréhension de l'importance de ce que nous faisons, veulent nous aider, ils peuvent venir en aide. C'est touchant de voir que, moi j'en profite un peu pour le dire, hein, de voir comment, par exemple, on organise notre accueil. Nous passons par des ambassades pour demander rendez-vous et presque en peu de temps, on nous répond et on vient nous chercher à partir de l'aéroport. Par exemple, à Nairobi, nous avons été accueillis à 3 heures du matin quand nous revenions d'Europe et nous avons trouvé là le protocole d'État avec 2 véhicules à notre service et nous avons été logés dans des conditions très agréables. Et donc, c'est vraiment touchant, c'est parce que, bon, ici chez nous, notre échiquier de valeurs, quand même, parfois on parle de nous comme des vilains messieurs, mais en voyant comment les autres ont de la considération pour nous, c'est très, très, très édifiant. Alors, j'en profite pour faire passer un message là. Je crois que dans les conditions où nous sommes, il est important que l'opinion sache que quand on prend la parole en public, il faut dire des choses vraies et des choses qui édifient. Vous n'avez pas de preuves, mais vous dites que nous sommes vendus à telle ou telle autre personne. Moi, ça m'afflige beaucoup sur le plan des valeurs en tant que chrétien, en tant que Muntu. Si nous parvenons comme ça à déformer la réalité, à pérorer sur des sujets
que nous ne maîtrisons pas, et sans preuve, là, ça m'afflige beaucoup. Bon, de toute façon, quand on travaille pour la paix, il faut savoir supporter, même Oui, l'insupportable. oui, oui, c'est vrai. On sent la main de Dieu en tout cas dans toute l'aide que vous recevez par rapport au séjour, aux dépenses. On sent vraiment que c'est une initiative qui est accompagnée et par l'œuvre de Dieu. Et c'est important. Père Jean-Pierre? Oui, alors, toutes mes excuses. D'abord, nos téléspectateurs qui n'attendent que ma voix. Bon, ils ont déjà vu ma figure. Le plus important, c'est notre invité. Ce sont Oui, des problèmes techniques qui peuvent arriver. Hein, donc, heureusement, moi qui ai la voix. Alors, nous continuons avec encore quelques questions avant de libérer quand même Monseigneur. Alors, votre initiative mènera à la conférence internationale pour la paix, le co-développement et le bien vivre ensemble dans les Grands Lacs, comme c'est écrit dans la feuille de route que vous avez publiée. Alors, Monseigneur Fulgence, comment se déroulera alors cette conférence et qui y participera? Vous avez déjà un peu parlé comme ça, mais c'est maintenant une question un peu plus formelle. Eh bien, nous n'avons pas encore une liste préétablie des personnes qui vont participer d'abord au forum sur la paix et le vivre ensemble en RDC, et ensuite au forum de la paix et du vivre ensemble en Afrique des Grands Lacs. Mais néanmoins, parmi les personnalités qui viendront, il y aura sans doute des prix Nobel de la paix, comme nous en avons un ici chez nous certainement qui sera là, le docteur Mukwege, et puis le personnel de l'Union africaine, le personnel des Nations Unies, et parmi nos partenaires aussi de l'Union européenne, et des gens qui ont une certaine expérience dans la recherche de la paix et dans la réconciliation et la résolution pacifique des conflits. Sans doute que nous ferons appel aux membres de Saint-Egidio. Ils ont une expérience avérée dans le domaine de la réconciliation, de la recherche et de la paix. Et bien sûr aussi aux membres, nous ferons appel aux membres du Conseil des Églises d'Afrique du Sud. Maintenant que Monseigneur Desmond Tutu nous a quittés, mais le Conseil des Églises existe toujours. Nous entrerons incessamment en contact avec ces membres pour qu'ils nous partagent leur expérience. Nous sommes déjà en contact et ils sont très, très intéressés à nous aider pour que nous puissions aussi voir comment d'autres ont résolu leurs problèmes et que nos problèmes à nous ne sont pas insolubles. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire. Bien sûr, il y aura les membres du gouvernement, les membres des différentes plateformes, les politiciens, la société civile, les femmes, les jeunes, les chefs coutumiers qui occupent une place de choix dans notre société congolaise, les chefs coutumiers. Pas tout le monde en tout cas, mais il y aura des délégués. Et sans doute aussi, des observateurs qui peuvent nous aider, qui viendront de l'initiative de Luanda et l'initiative aussi de Nairobi, sans doute. Donc, le président Uhuru, avec les trois personnalités qui lui ont été présentées. Donc, c'est un peu ça. Merci, Monseigneur. Patricia, oui, j'ai une dernière question, Monseigneur. Vous continuez à rencontrer des différentes personnalités. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes, ce sera aux Nations Unies, aux États-Unis. Nous pensons que nous allons rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. Et puis, il y a un institut de réconciliation à New York et quelques partenaires
bon, quelques fonctionnaires du gouvernement américain et aussi les partenaires de deux églises, de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, des gens susceptibles de porter cette initiative et de la soutenir par la prière, bien sûr, et puis par leur conseil. Voilà un tout petit peu. Et puis, bon, nous reviendrons pour continuer avec des consultations au niveau de notre pays, mais surtout, incessamment, nous allons lancer des ateliers des scientifiques. Voilà un tout petit peu comment nous pensons faire les choses. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. En tout cas, vous nous avez beaucoup éclairé aujourd'hui, et puis aussi, je crois que nos téléspectateurs sont contents de vos réponses, c'est clair, hein, et puis je vous connais quand même suffisamment pour dire que vous n'avez pas une langue de bois, ou bien vous ne cachez pas des choses que vous voudrez dire de manière claire aussi. Et en tout cas, merci beaucoup pour les éclairages que vous nous avez donnés. On vous donnera peut-être encore un mot de la fin, mais souvent nous avons de petites questions quand on veut amorcer la fin de l'émission. Et nous allons maintenant passer à ces petites questions qui demandent aussi de petites réponses. Je commence moi. Non, ou bien je donne la parole d'abord à Patricia pour ces petites questions. Non, Père Jean-Pierre, d'habitude c'est vous qui commencez, mais bon, ça, je vais le faire. Alors, Monseigneur, alors ma petite question, ce serait, si vous étiez une citation, vous seriez laquelle? Priorité, c'est la paix. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Voilà, c'est mon tour maintenant. C'est fini, Patricia, ou bien moi, je peux maintenant poser mes petites questions? Vous pouvez y aller, Père Jean-Pierre. Oui, mes deux petites questions, Monseigneur. Alors, vous avez encore quand même beaucoup de jours devant vous. Hein. C'est sûr que le Seigneur va vous les donner. Alors, quand vous prenez un peu votre vie jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Quel est votre, pour ne pas dire plus, mais votre mauvais souvenir de la vie jusqu'à présent? Un seul. Alors, il y a un petit problème là, hein, je ne sais pas, il y a un problème de micro. Compris. Oui, mais non, on n'avait pas compris. Je crois qu'il y avait un petit problème de micro maintenant. Monseigneur, on vous attend maintenant. Le souvenir, c'est d'être accablé de préjugés et de ne pas être compris. Ah, voilà. On est de bonne foi. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, du côté positif, quel est le meilleur souvenir jusqu'à présent dans votre vie? Un seul. Oh, les merveilles de Dieu. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Magnifique. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, Patricia? Je vous remercie. Oui, Père Jean-Pierre. Alors, on va donner la parole à Monseigneur Mouteba pour le mot de la fin, avant de clôturer l'émission. Monseigneur, c'est à vous. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît des vrais amis, dit-on. Moi, je remercie tous ceux qui nous aident à travers le monde et dans notre pays, qui soutiennent cette initiative du pacte social de la paix et du vivre ensemble en Afrique, en RDC et puis en Afrique des Grands Lacs. Je pense que nous allons inscrire une page de l'histoire qui sera mémorable. Et j'invite tout le monde à adhérer à cette initiative et à la soutenir et à donner la contribution que ceux qui peuvent contribuer
pourrait éventuellement donner. Et prions ensemble pour que cette initiative puisse porter des fruits. Que notre pays soit un pays normal et notre sous-région, une sous-région de paix et de développement. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'abord à tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission avec notre invité d'aujourd'hui. Ce n'est pas chaque jour qu'on a un président de la conférence épiscopale, pas surtout de la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo. Un grand merci à Monseigneur Fulgence Mouteba. Comme nous l'avons dit au départ, c'est l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous sommes en République démocratique du Congo. En même temps, il est le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et pour le moment aussi membre du présidium SENCO-SCC pour le pacte social pour le bien-être, de bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. En tout cas, nous remercions tous nos téléspectateurs qui ont apprécié cette émission. Et vous l'aurez, donc l'émission en rediffusion samedi au cours de la journée. En tout cas, encore une fois, un grand merci, Monseigneur Fulgence Mouteba, pour votre disponibilité. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, puisque nous comptons vous accompagner dans ce grand travail que vous faites pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Et nous serons toujours là pour vous accompagner. Il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir. Et pour ceux qui sont encore au cours de la journée, qui sont sur d'autres fuseaux horaires, nous leur souhaitons une bonne poursuite de la journée. Et pour les autres, une bonne soirée. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.